Le cercle RH, notre débat quotidien de Smart Job, on s'intéresse à la santé mentale. C'est un sujet qu'on a traité très régulièrement dans notre émission. Alors évidemment, la santé mentale des salariés d'une manière générale, et puis en particulier à travers cette crise Covid, parce que c'est vrai que des salariés ont été isolés, certains ont lancé des messages d'alerte, appartement trop petit, dépression, burn-out, impression d'être parfois harcelé par son manager de mails à des horaires souvent hors horaire de travail. Toutes ces situations de tension peuvent avoir créé des règlements mentaux des salariés. Où en est-on en cette rentrée? On va essayer d'en savoir un peu plus avec mes invités. 3 invités sont avec moi. D'abord, commençons par présenter Christophe Nguyen, qui vient régulièrement dans l'émission. Vous êtes psychologue du travail et président du cabinet Empreinte Humaine, et vous faites des baromètres réguliers. Vous trempez votre thermomètre pour voir quelle est la situation. On fera le point avec vous dans cette émission. Timothy Ley, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général d'Idoco, qui est un cabinet de conseil, coaching, formation en management et ressources humaines. Et vous me disiez en préparant l'émission que parfois il vous arrivait, quand il y avait des dossiers psy, de parfois renvoyer la balle du côté d'Empreinte Humaine, qui elle, avait vraiment une compétence psy. On fera le point avec vous sur vos actions concrètes. Et puis Julia Néel-Bise, merci d'être avec nous, cofondatrice de TIL, jeune entreprise créée en janvier 2021. Et vous êtes dans la tech, pour le dire directement, et c'est une plateforme, une application, mais destinée aux questions de santé mentale. On est Exactement, au cœur du sujet. Des collaborateurs. Je vous donne la parole tout de suite et on va entendre nos experts. Pourquoi cette idée en janvier 2021? On est en plein Covid, il y a des angoisses existentielles. Vous dites, il y a un besoin? Alors, on n'était pas encore en plein Covid. Oui, on le pressentait. Voilà, c'est ça. Et puis, plus précisément, ça faisait... Parce que décembre avait démarré en Chine, on s'en souvient tous. Exactement. Et puis, ça faisait déjà 1 an que nous, on travaillait sur le projet en recherche et développement avec des médecins psychiatres, des psychologues. Donc, ça faisait un moment. On s'est intéressé à ce sujet parce qu'il nous a semblé que c'était un secteur qui avait longtemps été boudé par les innovations, par la technologie, et qui avait grand besoin d'innovation et de technologie pour réinventer un peu la façon dont on prend soin de sa santé mentale au quotidien. Mais on va entendre mes 2 autres invités, mais qu'est-ce qu'elle propose, cette plateforme? Parce que vous avez quoi? Des RH qui vous appellent un peu paniqués, qui vous disent j'ai plein de soucis avec des salariés, je ne sais pas comment faire. Est-ce que c'est ça déjà la porte d'entrée? Alors il y a 2 choses. Nous, vraiment, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les collaborateurs à protéger la santé mentale, à protéger leur santé mentale. Donc c'est en amont. Exactement. Il y a beaucoup de préventifs. On travaille aussi en curatif, mais on essaye vraiment d'être là avant et donc d'aider en amont. Comment ça se passe? Il y a effectivement des DRH qui nous appellent pour nous dire ça va pas, on a besoin, ils tirent la sonnette. À ça. Il y a aussi des RH qui ont envie de s'y intéresser, pas parce que on est déjà dans une crise, pas parce qu'on est dans un plan de restructuration, parce que c'est un sujet qu'ils veulent traiter. Exactement, et parce que les collaborateurs demandent aussi et plébiscitent les RH pour ça. C'est le tiroir bien-être au travail, RSE, c'est l'idée qu'on prend soin et on est bienveillant à l'égard de ses collaborateurs. Christophe Nguyen, il y a donc cette plateforme qui répond à ses besoins, mais Empreinte Humaine, ce qui est intéressant, vous avez aussi un regard d'expert sur ce sujet, d'expertise. Quel est l'état des lieux en cette rentrée par rapport, au numéro précédent où vous êtes venu, où vous tiriez la sonnette d'alarme? Je me souviens très bien, vous aviez beaucoup de contacts avec des salariés mal, tendus, angoissés, dépressifs et en burn-out. Ça s'est amélioré, ça s'est dégradé? Disons que toutes les études convergent, y compris la dernière, celle de la CGT, qui montre que finalement il y a une situation qui perdure, qui est dégradée en tant que telle. À la sortie, on va dire, des congés d'été, on espère tous qu'effectivement ils se sont reposés, qu'ils ont pris du recul. Je pense que ça a été aussi un moment de faire le point, finalement, sur ces attentes vis-à-vis du travail et au niveau du retour. On en a parlé avec... on traîne un peu des pieds. Comment? Il y a eu le confinement, ensuite le télétravail. Certains ont beaucoup aimé. J'ai lu notamment dans cette étude que les gens avaient un peu de mal à retourner au travail, physiquement. Oui. Ça aussi, c'est un choc, le retour. Tout à fait. Et des nouvelles attentes aussi. Et je pense pas mal d'espoir pour finalement qu'on ne revienne pas comme dans le monde d'avant. Et ça, c'est des attentes au niveau d'un renouvellement du management. Ça, c'est très important. Au niveau aussi de la prise en compte aussi de cette question de la santé mentale, de leur bien-être. Et plus peut-être avec des approches un peu marketing affichées, mais réellement intégrées dans le management et la stratégie des entreprises. Donc plus d'attentes au niveau des entreprises pour se préoccuper de ce sujet. Juste un mot pour qu'on soit bien au clair avant de donner la parole à Timothy Ley. Ça veut dire quoi la santé mentale d'un salarié sur le plan, j'allais dire presque juridique? Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est très subtil et subjectif, la santé mentale. Oui, la santé mentale, si vous voulez, ça se définit, alors on prend juste la définition de l'OMS, qui est assez claire, et qui explique que c'est pas juste l'absence de symptômes, c'est aussi, et d'ailleurs c'est défini en tant que tel, un état qui permet aussi de travailler dans la communauté et d'être efficace au travail. Donc à contrario, ça veut dire que quand on n'est plus capable de travailler et d'être efficace, on peut considérer qu'on a une santé mentale dégradée ? Oui, c'est-à-dire aussi, et d'ailleurs c'est pour ça que le travail peut affecter la santé mentale. Un mauvais travail, c'est parce qu'on s'y reconnaît plus, c'est parce que ça pèse, parce que c'est trop stressant, parce qu'on n'a pas les moyens. Donc l'inverse est vrai aussi. Je vous ai vu réagir, je vous donnerai la parole, parce que ça c'est votre domaine, la définition de cette santé mentale, parce que tout ça est bien flou. Est-ce que quand on s'énerve et qu'on est très en colère, le DRH peut dire oh là là, il est très très mal, il va falloir le faire suivre. Enfin, tout ça est quand même voilà. Mais après, un peu, oui. Je caricature, on est d'accord. Okay. Après, c'est une question effectivement de fréquence et de chronicité de ce mal. La répétition voilà. Il ne faut pas confondre l'humeur et la santé mentale d'une certaine façon. On est d'accord, mais c'est important de le dire. C'est-à-dire un jour on est bien, un jour on n'est pas bien, un jour on est content, une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Mais c'est effectivement quelque chose qui doit être pris en compte dans la durée. Timothy Hillet, c'est intéressant parce que vous accompagnez les entreprises. Alors c'est compliqué parce que l'entreprise, elle s'est mise d'une manière forcée en télétravail, obligeant les salariés à rentrer chez eux. Puis ensuite, on a un petit peu hybridé, on est dans cette étape. Et puis là, on a des salariés à qui on dit « Ah non, c'est fini, le bonheur chez vous dans le jardin terminé, retour au bureau ». Et là, on a une espèce de retour d'élastique. On souffre à l'idée de revenir au bureau. Est-ce qu'on est un peu dans cet état-là, aujourd'hui ? Alors, je suis assez d'accord avec Christophe, c'est-à-dire que l'été a fait du bien. On a pu se ressourcer. C'est quand même les premiers congés qu'on a véritablement depuis la pandémie. C'est-à-dire que l'été dernier, il n'y a pas eu vraiment d'été. On était plutôt à préparer la rentrée après le premier confinement qui était une vraie sidération. Et après les vacances d'été, c'était les congés d'hiver, c'était aussi un peu compliqué. Donc là, ça a fait du bien. On a pu se ressourcer. Je suis d'accord avec Christophe aussi quand il dit qu'il y a beaucoup d'attentes. Vous parlez de l'hybridation, du management hybride. Pour faire simple, c'est le fait de travailler à moitié plus ou moins à distance et à moitié dans les locaux, dans les bureaux. Donc ça pose vraiment des problématiques pour les managers parce que c'est vraiment très nouveau. Et donc, vous me dites que c'est les managers qui vont avoir des problèmes de santé mentale, là. Vous êtes en train de me vendre ça. C'est eux qui vont être... En tout cas, dans les dernières études, et peut-être que Christophe peut confirmer, c'est les managers qui sont les plus impactés par la situation. Et donc, déstabilisés par... Tout à fait. Tout à fait. Donc eux, évidemment, ils encaissent, quoi. Tout à fait. Du coup, il y a un vrai besoin d'accompagnement sur ce nouveau cadre, parce que ce qui manque, en fait, c'est que tout s'est fait très rapidement l'an dernier, et on n'a pas pu forcément poser le cadre. Les dirigeants, les DRH, ça arrivait très vite. Donc là, il y a vraiment un besoin de poser le cadre de ce que ça veut dire le management hybride, et comment les managers managent dans ce nouveau contexte. Je vous donne la parole, mais parce que je sens que vous avez envie de parler. Les managers sont en difficulté, sont en souffrance. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Parce que l'étude de la CGT n'évoque pas que les managers, elle évoque d'une manière générale des salariés qui sont en dépression, même si la majorité, dit cette étude, ont été satisfaits du télétravail, c'est ce que dit cette étude, il y a quand même des gens qui sont restés sur le bord du chemin. Est-ce que ce sont les managers qui sont touchés en première ligne ? Les managers sont toujours en première ligne, c'est ce qu'on constate. D'accord. Nous, on constate aussi un phénomène d'usure, c'est-à-dire que en ce qui concerne la santé mentale et le bien-être, c'est la durée qui est l'ennemi. Et là, vous voyez, ça fait 1 an et demi qu'on est tous sous stress pour des raisons personnelles ou professionnelles. Et donc là, il y a une véritable usure des managers qui, évidemment, reçoit les directives et des dirigeants là, faut accélérer. Et les besoins des employés. Et du coup, ils sont vraiment... Juste Julia, et je vous donne la parole, Christophe. Julia, vous voulez intervenir, je ne vous ai pas donné la parole. Ce qui est intéressant et qui me semble important, c'est aussi de dire que la crise sanitaire qu'on connaît, elle a exacerbé une tendance et elle a mis beaucoup de lumière sur une tendance qui existe déjà. Mais cette tendance, elle existait déjà. C'est vrai dans plein de domaines. Exactement. Et donc, ce qui est bien, quelque part, c'est qu'on en parle beaucoup plus et ça, c'est très positif parce qu'un des problèmes de la santé mentale, c'est pour ça que je trouve ça très important sous le tapis. Que vous demandiez aussi ce que c'est la définition de la santé mentale, c'est qu'en fait on ne sait pas ce que c'est et souvent c'est encore assez tabou dans la société en général, en particulier dans les entreprises. Et donc ça, c'est un peu le côté positif. Et l'autre chose que je voulais rajouter, c'est qu'on voit ce qui pèse sur les managers. Ce qu'on voit aussi dans les études, c'est que ça pèse plus fortement sur les femmes, peut-être parce que le télétravail était plus compliqué, et aussi sur les générations un petit peu plus jeunes. Par exemple,
On voit récemment dans une étude qui disait de OpinionWay, qui disait que 76% des collaborateurs en France attendent que leur entreprise prenne position et qu'il y a une responsabilité de l'entreprise sur la santé mentale des collaborateurs. Ce chiffre-là, pour les 50-65 ans, il me semble qu'il est nettement plus faible. Donc c'est qu'il y a une attente plus forte des jeunes. Exactement. Qui disent aidez-moi. Exactement. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Les jeunes, dont on peut dire, et on peut le redire là, on l'a souvent dit sur ce plateau, vivant dans des appartements plus petits, et le plus grand des paradoxes de ce télétravail, c'est que c'était des jeunes qui disaient moi j'ai envie de retourner au boulot, j'ai envie de voir mes copains. C'est un peu ça, quoi. Et on voit que également cette tendance exacerbée était très importante aussi au niveau des jeunes, cette attente en termes de santé mentale. Il y a des études Harvard Business Review qui montraient que 75% de la génération des millennials avaient déjà démissionné pour des problématiques de santé mentale. Et on voit que cette attente est de plus en plus forte, mais elle touche maintenant de plus en plus n'importe quelle frange de la population salariée. Et si on reparle des managers, on voit qu'ils sont un peu à la croisée des contraintes. C'est eux qui doivent effectivement s'occuper de l'état moral de leurs salariés, qui voient moins. Ils sont très inquiets par rapport à ça. Des salariés qui peuvent un peu s'auto-censurer aussi, qui n'osent pas parler de ces difficultés pour différentes raisons. Et également une organisation du travail qui n'est pas encore tout à fait adaptée par rapport à l'hybridation et qu'est-ce qu'on fait dans les locaux, qu'est-ce qu'on fait plutôt à distance et comment on crée finalement cette convivialité, ce sujet aussi de performance qu'on doit, on va dire, maintenir avec des salariés qui sont parfois décrocheurs, qui se mettent en retrait aussi parfois. Donc les managers, c'est un peu, je pense, le point névralgique sur lequel il va falloir... Il y a juste Julia, allez-y, c'est l'intérêt de ce débat. Je trouve que ce qui est intéressant de garder aussi en tête, c'est la pertinence de parler uniquement de santé mentale au travail. Et je trouve que le concept de télétravail a reposé cette question aussi. Et le concept, d'ailleurs, quand on repart de la définition de l'OMS, ça parle aussi de ça. C'est quelle est la frontière, et est-ce que la frontière entre la santé mentale au travail et la santé mentale pas au travail, elle est toujours pertinente dans un contexte de... Je vous pose la question directement à vous trois, parce que cette question, vous l'avez forcément, elle vous a traversé dans les domaines d'activité dans lesquels vous êtes, puisque vous êtes sur ces sujets. Est-ce que c'est réellement à l'entreprise de prendre cette question en charge? On a des cas de figure de salariés qui, pour des raisons liées à leur vie de famille, à un divorce, à une rupture, à des problèmes qui sont parfois même génétiques, médicaux, vont venir avec leur valise dans l'entreprise et ensuite dire à l'entreprise, non mais il faut se dire les choses, et dire à l'entreprise, je suis pas bien, il faut m'aider. Enfin, je sais pas, mais... C'est déjà les managers, ils sont en très grande difficulté par rapport vraiment à cette ligne de crête entre ce qui relève de la vie personnelle et ce qui relève de la vie professionnelle. Et typiquement, dans certains entretiens annuels, il y a la question qui est posée sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que vous vous situez en termes de bien-être au travail. Oui, c'est ça. Sauf que, évidemment, quand on a vécu un divorce, quand on a vécu un drame, quand on est inquiet pour sa famille liée à la pandémie, évidemment, le manager, il se sent pas armé et outillé. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Et bien sûr. Il peut rien faire. L'idée, c'est d'identifier. Et après, c'est de passer le relais aux professionnels. Mais l'obligation, c'est d'identifier. Évidemment, le manager ne peut pas tout faire. D'ailleurs, il n'est pas psy et ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas le rôle de l'entreprise et du manager, on est d'accord. Mais c'est à minima d'identifier. Christophe Nguyen et Julia, c'est la question de fond. L'entreprise dit, attendez, déjà, j'ai quand même des contraintes énormes sur la question environnementale, j'ai la bien-être au travail, j'ai la santé, mais un salarié qui vient avec ses problèmes, moi, je ne peux pas... Mais ça s'impose, en fait. Les entreprises qui vont pas du tout le prendre en compte, je pense qu'elles vont dans le mur, d'une certaine façon. Et cette même pandémie, si le problème vient de l'extérieur. Même si le problème vient de l'extérieur. On l'a vu aujourd'hui, les DRH qui ont dû traiter énormément de problèmes personnels, et parce que c'était la réalité du moment. Assistante sociale, nounou, psychologue. Voilà. Et après, ça a été très difficile de placer la limite, effectivement, et il faut séparer aussi ce qui est de la vie pro et de la vie perso, il faut mettre les choses au bon niveau. En revanche, l'entreprise dispose... Avec le télétravail, pardonnez-moi, il n'y a plus de vie pro, il y a plus... Tout se mélange. Oui, mais il faut pouvoir aussi recréer ses repères. Et je pense que c'est important aussi qu'il n'y ait pas une invasion dans le travail de la vie personnelle, c'est pas bon aussi pour la santé mentale, et inversement. C'est bon qu'il y ait un équilibre et une certaine forme de... Sauf quand on bosse dans sa cuisine et que sa cuisine sert de salon, de salle à manger, mais de il faut canapé. aider les salariés à ça. En revanche, ce qui est important pour moi dans les entreprises, c'est qu'elles ne doivent pas forcément le prendre en charge. Ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas un hôpital, ce n'est pas un EHPAD, ce n'est pas tout ce que vous voulez. Mais par contre, elles doivent le prendre en compte. Parce que c'est une question d'efficacité. Si quelqu'un qui vit un divorce, qui va avoir une coupe pleine à un moment donné, peut exploser par rapport à un coup de stress lié au boulot qui est normal. Ça, c'est pas de la santé mentale.
Si, ça peut faire partie, bien entendu. Alors, la santé mentale, c'est un sujet qu'il ne faut pas aborder uniquement quand il y a des problèmes de santé mentale. On a un sujet sur la santé, on en parle toujours quand il y a l'accident. Voilà. Et donc, on réagit. Et donc, il faut être en prévention et en anticipation. Julia. Sur la performance, si je peux juste ajouter... Vous êtes très en forme sur ce plateau. Sur le rôle de l'entreprise dans le fait de prendre nous en charge et de s'attaquer. Oui, cette question, certains disent, mais attendez, c'est lourd pour moi. Moi, je pense qu'il y a deux façons de voir les choses. Déjà, je pense que c'est une formidable opportunité pour les entreprises de se saisir de ce sujet, parce qu'il y a un rôle de l'entreprise qui est, si on croit dans son capital humain et si on pense que le capital humain, c'est le facteur de réussite d'une entreprise, c'est difficile d'assumer une position et de dire, non, la santé mentale... Elle ne fait pas que produire et créer des richesses, c'est ça que vous dites, quoi. Exactement. Et bien sûr. Et deuxièmement, la question, elle se pose aussi de se demander, est-ce qu'on se dit la même chose pour la santé physique quelque part ? Bien sûr. Non, en fait, ça semble normal à tout le monde aujourd'hui que... Et donc, c'est le troisième point qui semble important, pour moi, qui est essentiel, c'est de se dire, en fait, l'entreprise, il y a intérêt, si elle ne le fait pas par volonté philosophique ou par place de l'entreprise. Il y a aussi son intérêt à elle, bien d'avoir des gens performants qui produisent. Évidemment, le ROI d'une initiative de santé mentale bien mise en place, toutes les études convergent, notamment une de Harvard Business Review, qui montre qu'elle est au maximum de 1 pour 11, c'est colossal. Donc il y a un intérêt économique. Donc, parce qu'on réduit le présentéisme, on réduit l'absentéisme, et ça c'est aussi très très important. Juste, on a un chiffre, peut-être que vous l'avez. Quand on essaie de savoir ce qui se passe dans la santé mentale, on parle de dépression, de burn-out. C'est quoi le chiffre ? C'est quoi l'état mental de la population des salariés en France ? On sait qu'il y a eu un doublement du taux de burn-out sévère en tant que tel depuis le début de cette pandémie. Il n'y a pas un DRH qui n'a pas eu à traiter ce sujet d'épuisement, de surengagement. Donc là, on est au sommet de l'échelle, je dirais. Voilà. Mais dans les dépressions, dans les moments où le salarié vous dit je m'arrête, qui s'arrête régulièrement, l'assurance maladie doit bien avoir évidemment quelques chiffres. Oui, on va sortir en notre baromètre pour voir, et je crois que Malakoff-Médéric va faire aussi un état des lieux. On a à peu près un quart des salariés qui se sont arrêtés pour des problématiques de santé mentale. Donc on voit que c'est un vrai sujet aussi. C'est un coût pour la collectivité. C'est 4% du PIB en France. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on parle beaucoup des entreprises dans leur rôle, et les salariés le disent, c'est aux entreprises de prendre en charge finalement les conséquences humaines de leurs décisions, en particulier quand des moments de décisions difficiles. Je pense que là aujourd'hui, c'est même très encadré par la loi, ça se pose même pas. En revanche, on peut se poser la question, comme on sait que le bien-être mental va de pair avec l'efficacité économique, quid des politiques publiques par rapport à ça. J'allais basculer sur cette question. C'est vrai que c'est pas qu'aux entreprises de prendre en compte ce sujet des difficultés psychologiques. Vous êtes d'accord avec ça ? Puis je voulais qu'on parle prévention avant de nous quitter, parce qu'il y a tout un travail aussi. Le bien-être, c'est en amont. Faut être, si on organise l'espace pour être bien, en général, on évite, si on met le bon feu rouge et les bonnes signalisations sur la route, l'accident est limité quand même. Vous êtes d'accord avec ça ? Moi, là où j'étais un peu... sur la vie pro, vie perso, je voulais juste revenir là-dessus. Oui, bien sûr. Christophe parlait de références, de nouvelles références. Moi, je parle de cadre, on parle à peu près de la même chose. Évidemment, il y a ce qui relève de la vie pro et ce qui relève de la vie perso, mais attention, aujourd'hui, avec le télétravail et le télétravail généralisé, il y a parfois 4 jours de télétravail, pour la plupart des entreprises d'ailleurs, pendant 1 an et demi. Le nombre de vidéoconférences où il y a les enfants qui passent, où il y a la femme qui dit ou le mari qui dit qu'il est l'heure de manger. Enfin, voilà, le travail, c'est invité chez soi. Donc les barrières... C'est très impudique d'ailleurs. Voilà, c'est très impudique. Il y a une vraie porosité, et en fait, il y a un vrai besoin de définir ce que c'est que le cadre, parce qu'il y a à la fois du surengagement, comme dit Christophe, mais un sur-désengagement. Il y a les deux, il y a des paradoxes, il y a des... Et l'idée, c'est de se dire, OK, c'est quoi le cadre ? Quand est-ce que j'ai le droit de contacter mon collaborateur ? Avant, typiquement, on le contactait au bureau. Ah oui, il était là. Maintenant, comme on sait qu'il est chez lui de toute façon, on a peut-être tendance à se dire, de toute façon, il est déjà chez lui. À 8h, avant, je l'appelais plutôt vers 9h, 9h. Puis inconsciemment, il y a une forme de flicage aussi. On se dit, tiens, on va voir s'il est là, on va vérifier. Ça, le salarié qui reçoit ça et qui le ressent, c'est déjà une première pierre de son dérèglement de sa santé mentale. Enfin, ça l'agace. Tout à fait. Et effectivement, quand on est en présentiel comme ça et qu'on se voit, on peut se poser des questions, on peut interagir d'une certaine façon. Si on fait la même chose digitalement en envoyant un mail, un texto, ça peut être vu comme du flicage, alors qu'au fond, le manager veut garder sa distance. En fait, il réitère la même chose qu'il faisait en présentiel et en distanciel, sauf que c'est vécu très différemment par le collaborateur. Et le manager ne sera pas interprété. Il n'y a pas forcément la prise de conscience du manager. Il y a beaucoup de malentendus aujourd'hui du fait qu'il y a un manque de clarté sur ce cadre. Il y a d'un côté aussi une grande demande de télétravail, de flexibilité, de confiance. Le retour au bureau n'est pas si simple. Pas si simple. Et effectivement, c'est ce côté, quand est-ce que je suis disponible, et beaucoup de parents, notamment salariés, qui veulent effectivement de pouvoir avoir cette flexibilité, c'est-à-dire ces temps de pouvoir
s'occuper de la famille et puis après rebrancher, et qui peut se heurter à la question de la rigidité du droit du travail. Mais retour au travail, c'est pas si clair, parce que vous voyez les jeunes, vous parlez des jeunes. Mais déjà, les jeunes, imaginez, ceux qui sortent d'université, d'école, etc., ils ont connu que le télétravail. Ceux qui ont été diplômés l'an dernier n'ont connu, ils n'ont pas vu leurs collègues. Onboardés en virtuel. Oui. La plupart de mes clients, évidemment, mettent tout leur process de recrutement virtuel. Et pendant 1 an et demi, ils travaillent avec des équipes virtuellement. Donc, on peut comprendre qu'ils ont envie de retourner au travail. Donc, la question du retour au travail n'est pas si simple. Au bureau. Au bureau, pardon. Il y a ceux qui veulent retourner au bureau et ceux qui veulent plus de télétravail. Et les managers, ils sont confrontés à ça dans la même équipe. Exact. C'est ça la problématique. Donc, c'est des problématiques différentes et des désirs différents qui sont souvent contradictoires. Oui. On est d'accord. Mais juste concrètement, porosité, vie privée, vie professionnelle. Certains veulent revenir au travail, d'autres traînent les pieds pour y aller. On ne peut pas encore évaluer cette rentrée en matière de santé mentale. On ne sait pas. Si on peut, faut attendre un petit peu. On ne sait pas parce qu'on a eu le choc du télétravail. On en a parlé. Puis j'ai l'impression que dans quelques semaines, on va nous dire c'est le choc de la rentrée. Tout le monde est dépressif. Non, Oui, disons que les nouvelles attentes, si elles sont frustrées par rapport au télétravail, avec le retour un petit peu, on va dire, bête et méchant, à 100% présentiel. Il y a des études qui ont sorti, notamment publiées par Slack, avec Opinionway, qui montraient que quasiment la moitié des télétravailleurs disaient qu'ils préféraient démissionner s'il y avait un retour à 100% en présentiel. Démissionner. Alors, il y a les déclarations, les intentions et puis la réalité, mais je crois qu'avec un marché du travail a priori porteur, avec, j'ai envie de dire, ce renversement, on va dire, de la pression par rapport à ces sujets de recrutement, on peut s'attendre à un peu de turnover ou de confrontation dans les entreprises. On l'a vu. Parce que les gens vont se défendre. Oui, et puis j'étais bien, ça m'allait. Voilà. Et même, j'ai déménagé. Je vous informe, j'ai déménagé, je veux un avenant. Sinon, je nuancerai un petit peu sur le marché du travail porteur. En fait, c'est très vrai pour une partie de la population qui, en réalité, peuvent décider s'ils vont avoir un job en télétravaillant. Dans certains secteurs. Et quand certains secteurs, malheureusement, on accompagne certains de ces secteurs-là avec beaucoup de souffrance. Qui sont quoi, les secteurs plutôt du service, du tourisme, ceux qui ont été touchés de plein fouet. Touchés de plein fouet. Le digital, typiquement, évidemment, plutôt en hypercroissance, mais le tourisme, vous imaginez l'année qu'ils ont vécue en 2020. Et du coup, il y a certains secteurs où on ne choisit pas. Et on subit beaucoup plus. Et en plus, la crise est encore là. Exactement, la crise est encore là. Ça, c'est intéressant. Vous anticipez, parce que vous avez anticipé en créant votre boîte en janvier 2021, mais cette idée qu'il y a des secteurs qui, en plus, on vous dit, moi, je suis dans un secteur qui est en train de mourir. C'est-à-dire que je ne suis pas bien dans ma tête, j'ai vécu une situation personnelle, professionnelle qui est lourde, et en plus, les médias me disent, attendez, ce secteur-là, c'est fini, oubliez. Enfin, psychologiquement, il faut le vivre tous les jours, quand même. C'est très dur, et c'est ce qui explique qu'il y a des réalités qui sont totalement différentes, où il y a des secteurs où c'est des problématiques de restructuration, et des secteurs où il y a des problématiques d'un envol des arrêts de travail depuis quelques mois. Et il y a des secteurs où le problème, c'est le surengagement, le surinvestissement et où on frôle le burn-out. Et c'est ça qui... On a la proportion du surengagement et de ceux qui, globalement, utilisent l'arrêt de travail, il faut le dire assez directement, comme d'un levier de repos et d'arrêt, parce que voilà, ils disent au médecin, je n'ai pas grand-chose, mais je ne me sens pas bien. Et on les arrête pour se reposer. On a un peu plus d'un tiers des salariés qui sont épuisés sévèrement, vraiment un épuisement sévère. Donc là, il y a un diagnostic médical. Oui, voilà. Et ça, c'est clair. Et ils ne s'arrêtent pas tous. Il y a plus de gens épuisés que de gens qui s'arrêtent. Donc c'est aussi ça un indicateur. Donc ils continuent à travailler malgré leur état. Voilà. Et donc ils se mettent effectivement en risque. Ce qui se transforme en burn-out. En burn-out. Et ça finit par l'accident là. Oui. Et alors si on parle des restructurations, je pense qu'effectivement c'est important de se dire qu'il faut prendre en compte l'état mental, l'état psychologique des salariés qui vont vivre une restructuration. Parce que c'est pas la restructuration qui va chasser tout ce qu'ils ont vécu et cet épuisement. Ça se surajoute. Et d'ailleurs les salariés le disent qu'il y a un risque un peu plus fort. Effectivement, de vivre ces restructurations. La prévention, vous savez, j'en parle beaucoup de la prévention, puis on n'en parle pas. J'allais y revenir. Voilà, Julia, qu'est-ce qu'on met en place dans les entreprises? Parce que là, encore une fois, on n'a jamais autant parlé des DRH depuis la crise Covid. Donc, ils sont apparus en première ligne. On n'a jamais autant parlé du bien-être. Mais la prévention dans l'entreprise, on le sait, c'est un peu l'enfant pauvre. Enfin, la prévention, c'est un peu comme tout le temps. Oui, on fera, on verra, on réparera le barrage, on s'organise, on ne le fait pas. Qu'est-ce que vous proposez en matière de prévention? Déjà, je trouve que c'est un sujet qui est essentiel et qu'en fait, il n'y a que si on mène une vraie politique de prévention que ce qui se passe au curatif ou en situation de crise va pouvoir être vraiment efficace. C'est aussi ce que montrent les études, notamment sur le retour sur investissement d'un point de vue humain et économique. Il faut le dire, il n'y a pas des études. Voilà. Nous, concrètement, ce qu'on met en place, c'est que l'accompagnement qu'on a créé, il est à la fois collectif dans le fait d'organiser des webinaires, évidemment, autour de la santé mentale dans l'entreprise, de parler, de briser ce tabou et de construire cette culture
culture, et surtout à travers l'application qu'on a créée, en mettant la technologie au service de la thérapie et de la psychologie. Avec des gens en face compétents. Ce qu'on fait, il y a 3 piliers en fait dans notre application. La première, c'est de mesurer, de savoir où est-ce qu'on en est. On a développé un indice propriétaire avec des médecins psychiatres et des psychologues pour savoir où est-ce qu'on en est et savoir le diagnostic et voir l'évolution. On appelle ça plutôt un bilan, mais c'est exactement ça. Le deuxième volet, c'est vraiment des programmes qui sont co-conçus avec des psychologues, psychothérapeutes, médecins psychiatres sur des sujets importants, donc qui peuvent être justement sur comment prévenir le burn-out, comment identifier chez moi les premiers signes du burn-out. Ça peut être comment rééquilibrer ma vie, comment gérer le syndrome de l'imposteur. C'est vraiment des sujets qui sont très variables. Et ensuite, on peut évidemment prendre rendez-vous avec un psychologue partenaire pour pouvoir en parler. L'idée, c'est de casser toutes les barrières, qu'elles soient économiques, dédramatiser, culturelles, bien sûr, culturelles avant tout, et de fluidifier ce parcours pour que les gens qui en ont besoin sachent comment faire et se tournent vers quelqu'un quand ils en ont besoin. Timothy Lay, vous aussi, parce que j'ai envie de vous entendre sur ce que... Parce qu'il y a du traditionnel, quand on est un cabinet de conseil, on fait des conseils, mais le contexte actuel, j'imagine, vous amène à apporter une autre valeur ajoutée. Tout à fait. Évidemment, c'est essentiel d'avoir des applications, on peut en discuter, on peut avoir de la prévention. Pour nous, ça passe aussi par le comportement au quotidien des dirigeants, évidemment, qui sont responsables et qui sont modélisants, et des managers. Et c'est important, la curation, malheureusement. Je l'ai dit tout à l'heure, l'ennemi avec la santé mentale, c'est la durée d'exposition. Donc évidemment, plus on prend tôt, plus on peut prévenir. Et c'est vrai pour beaucoup de maladies d'ailleurs. Et du coup, il y a besoin de formation, d'accompagnement, et c'est vraiment des d'explications pédagogiques. Bien sûr. En disant attention, n'attendez pas que le salarié s'effondre sur son bureau, pour le dire pour l'aider. Mais après, les managers ne peuvent pas tout. Il y a aussi la culture d'entreprise. J'ai entendu des mots tout à l'heure d'authenticité, et moi ça me parle, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait trop d'écart entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Voilà, l'authenticité. Très important. Besoin bien sûr de bienveillance, mais vraiment de la bienveillance, c'est pas sincère. Encore une fois avec l'authenticité. Et pour moi de la confiance, parce qu'évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait d'envoyer des messages le soir et le matin pour demander ce qu'on fait, ça peut être vécu comme du flicage, alors qu'au fond le manager il veut juste piloter son activité. À condition que le manager l'explique, si je peux me permettre, et qu'il dise aux salariés. Oui, et alors je Christophe Nguyen, mot de la fin. Ce qui marche, on va dire, parce qu'on a vu qu'en France, on n'avait jamais parlé autant de ces sujets de santé mentale, de stress, de risques psychosociaux, alors que tous les indicateurs de santé mentale en France dans le travail se dégradaient. Donc beaucoup de chercheurs se sont posés la question pour savoir si on ne prenait pas la mauvaise voie et on ne s'y prenait pas de la bonne façon. Donc il y a eu plein d'études qui ont montré quelles étaient les conditions pour que ça marche. La condition numéro 1, c'est l'engagement du comité de direction là-dessus, qu'il en parle et qu'il dise que c'est un sujet important pour moi. Donc qu'il ait une vision stratégique. Qu'il s'empare vraiment du sujet. Voilà, que c'est pas juste un sujet marketing pour recruter, que c'est vraiment un sujet stratégique business, dans le business model. 2, c'est que effectivement la ligne hiérarchique finalement est des valeurs là-dessus. À un moment, quand je vois quelqu'un qui est surengagé et que je vois que sa santé, même s'il est productif et que je vois sa santé peut être en péril, je choisis, je dis stop. C'est ta santé avant tout, c'est ma priorité, c'est mes valeurs. 3, c'est la culture effectivement, c'est que chacun soit un peu. Oui, la tentation, c'est de dire continue à travailler, t'es très bon et on va te pousser, on va presser le citron jusqu'au bout. Et vous avez souvent en face des gens, parce qu'ils sont surengagés, qui vont dire non, tout va bien. Voire même sont dans le déni. Donc c'est quelqu'un de l'extérieur et l'entreprise a un rôle à jouer. À un moment, il faut mettre une limite. 4, c'est effectivement d'en parler régulièrement. Parce que c'est un sujet de vigilance. Il vaut mieux agir au quotidien, faire attention, être vigilant, plutôt que banaliser des situations, des incivilités, des petites choses qui font que. Je donnerai juste une anecdote. Je pense que toutes les entreprises, ils ont des chartes de droit à la déconnexion. Et derrière, c'est est-ce qu'on la respecte vraiment? Est-ce qu'on respecte les week-ends, les soirées? Et c'est évidemment, on a besoin de temps de récupération pour notre santé mentale. C'est pour ça qu'on parle des congés d'été, mais on a aussi besoin des week-ends et de ces soirées. Et évidemment, c'est très bien d'écrire les choses, mais derrière, c'est les comportements quotidiens. C'est de le faire. Est-ce que le droit à la déconnexion est vraiment une réalité? Ou est-ce que c'est juste un cadre? Et est-ce que c'est vraiment une exigence à un moment managériale que les personnes puissent se reposer? Il est contourné avec des SMS et d'autres plateformes qui ne sont plus dans les règles de déconnexion. Enfin bref, on a tous vécu cela. Il y a les règles et il y a la réalité. Merci Juliane Elbise, cofondatrice de TIL, fondée en janvier 2021, véritablement une plateforme de la tech au service, avec des professionnels derrière évidemment, au service des salariés et des DRH. Merci à Timothy Lay, DG d'Idoco, conseil, coaching, et puis on vient de l'entendre aussi un vrai travail de pédagogie sur les COMEX et les comités de direction. Puis merci à Christophe Nguyen, psychologue du travail et président du cabinet Empreinte Humaine. Vous viendrez peut-être nous parler de votre baromètre qui va sortir bientôt, ce qui donnera comme ça des chiffres très concrets. Fenêtre sur l'emploi, c'est pour terminer notre émission. On s'intéresse aux syndicats professionnels des centres de contact, les services clients, vous savez, ceux qu'on appelle lorsqu'on a un souci. C'est souvent des services externalisés. On en parle, c'est tout de suite.